Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous allons encore une fois parler de la campagne électorale et plus particulièrement d'un sujet chaud, celui des changements climatiques. Il y a une dizaine de jours se déroulait à Montréal un débat intitulé « Le climat, l'État et nous ». Les principaux partis politiques étaient conviés en soirée au HEC pour parler de gouvernance environnementale. Plus de 350 personnes se sont déplacées pour entendre 3 candidats parler des gaz à effet de serre, de sensibilisation environnementale, de rigueur scientifique et d'imputabilité. 3 candidats sur 4, car le Parti libéral n'avait envoyé personne à ce débat. Cela aurait été pourtant une occasion en or de défendre son bilan. Cela a été regretté par les organisateurs du débat, mais aussi par de nombreux citoyens dans la salle. Restez avec nous, nous allons vous en parler tout de suite. Pour parler de climat, des élections et surtout de ce débat sur le climat et la gouvernance environnementale, je reçois Louis Beaumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier. Bonjour. Bonjour. Le débat a été organisé par l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal en collaboration avec la chaire de gestion du secteur de l'énergie et la direction du développement durable de HEC Montréal. C'est pour ça que je reçois Monsieur Beaumier ce matin. Bonjour donc. Le climat est une question qui intéresse de plus en plus les gens. Vous n'avez donc pas été surpris que 350 personnes se déplacent pour en entendre parler? Non, pas vraiment. En fait, depuis le début de cette initiative qui a commencé à l'hiver 2018, on voit déjà un intérêt assez marqué là, de la part, à tout le moins, de la communauté universitaire. Là. Après l'été caniculaire que nous avons eu, il était donc incontournable que l'on écoute les politiciens nous dire ce qu'ils veulent poser comme action dans la lutte au changement climatique. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions pour le faire en dehors de ce débat. Qu'en retenez-vous de ce débat? D'abord, je dirais qu'ils n'ont pas voulu peut-être créer les occasions pour en parler davantage. Hein. Je crois que là, vous parlez du Parti libéral? Non, tous les partis confondus, là, d'une certaine façon. Peut-être plus particulièrement le Parti libéral qui s'est pas présenté au débat, là, ce qu'on a déploré à maintes reprises. Mais en fait, donc, ils n'ont pas vraiment voulu créer les occasions, selon nous. Bien que l'on voit quand même certains partis prendre position, présenter leur position. Ce que je retiendrai d'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on n'a pas de partis qui sont des climato-sceptiques, là. Ils reconnaissent tous l'importance d'agir. Donc, c'est déjà, il faut s'encourager quand même de ce côté-là. Ils reconnaissent l'importance d'agir. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que je crois qu'aucun des partis, à tout le moins ceux qui étaient présents lors du débat, n'ont remis en question les principes qui sous-tendent la déclaration qui a émané de l'initiative Le climat, l'État et nous. Fait que ça, ce sont les éléments très encourageants selon nous. Okay. Voilà. Les panélistes présents, il y avait la Coalition Avenir Québec, il y avait Richard Campeau, il y avait Sylvain Gaudreault du Parti québécois, il y avait Ruba Gazal du Québec solidaire. Comment ça s'est passé pour le Parti libéral? Comment ça se fait vous avez promis quelqu'un et en fait, si on veut refaire un peu la chronologie des événements, nous, l'invitation a été envoyée le 22 mai. 22 mai dernier, voilà. On a eu ça a pris quand même il y a seulement que 3 semaines il y a 3 semaines, on nous avait confirmé une participation du Parti libéral sans nous confirmer de candidats qui serait présent. Oui. On peut comprendre, c'est la période électorale, ils doivent réagir à certains, un peu aux événements du jour. Mais le matin même du débat, on nous a dit, enfin, encore la veille, on nous promettait une participation, puis le matin même, on nous a dit qu'il y avait personne de disponible pour participer. Parce que c'est les partis qui choisissent le meilleur candidat pour venir débattre avec vous de cette question-là, non? Oui, tout à fait. En fait, et même nous, depuis le début de cette initiative-là, il y a eu des rencontres du groupe de 24 experts. Les partis politiques étaient conviés à participer à ces rencontres-là à titre d'observateurs. Ils ont tous participé, sauf le Parti libéral. En fait, c'est Monsieur Richard Campeau de la CAQ qui était présent depuis le début, là. C'est le personnage constant dans toute cette aventure, c'est Richard Campeau. Oui, et donc qui était là au débat, là. Donc, le Parti libéral était au courant de l'initiative depuis longtemps. Presque une année, en fait. Voilà. Ils n'ont pas d'excuses, donc. On a beaucoup parlé, donc, au débat de la déclaration Le climat, l'État et nous. C'était donc le point tournant même du débat. Pouvez-vous peut-être nous la présenter en mots simples pour que les auditeurs comprennent bien?
Ben oui, si on veut le présenter en une seule phrase, c'est de dire que nous, on considère que, je crois que force est de constater que l'État n'atteint pas ses objectifs, les objectifs que lui-même s'est fixés, n'est-ce pas? Et donc, on dit que c'est pas à notre avis, c'est pas un problème de volonté de l'appareil d'État, c'est peut-être plutôt un problème d'organisation et de façon de faire, là. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé, on parle de gouvernance environnementale, en fait, c'est-à-dire, est-ce que l'État devrait pas revoir ses façons de faire avant de se donner des cibles ambitieuses, d'élaborer de grands programmes? Ces grands programmes-là, si on veut qu'ils réussissent, ils doivent se reposer sur un appareil d'État organisé de façon à pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et nous, on dit que dans la déclaration, en fait, on dit que cette organisation-là doit être basée sur 5 grands principes, à savoir la pérennité des actions, une participation de plus large représentation possible de la population, une coordination à l'intérieur de l'appareil d'État. C'est pas qu'un enjeu. À notre avis, la question des changements climatiques doivent pas être limitées au simple ministère de l'Environnement. Il faut que les ministères se parlent. Il faut qu'ils se parlent de façon à ce que les actions soient bien coordonnées. Il faut aussi une certaine rigueur, donc à savoir utiliser les meilleures données disponibles, s'aligner sur les meilleures pratiques. Et finalement, ça prend une forme d'imputabilité, une reddition de comptes un peu plus rigoureuse, là. Et pas nécessairement pour donner des blâmes, mais surtout pour peut-être réaligner aussi les actions du gouvernement, parce qu'on prétend pas il faut s'assurer que les mesures qu'on mettra en place portent fruit, puis on peut pas, il faut s'attendre à ce que certaines mesures soient pas nécessairement aussi efficaces que ce qu'on espérait depuis le début, parce que il y a peut-être des effets croisés qu'on ne voit pas toujours venir. Donc la rigueur ou la reddition de compte, l'imputabilité, c'est pas, il faut pas voir ça comme une façon de distribuer des blâmes. Oui, de critiquer, mais sans critiquer, sans vouloir trop critiquer non plus. On n'a pas eu la chance d'écouter donc le candidat du Parti libéral, mais ça tombe bien, ils sont au pouvoir actuellement, donc on sait ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Jusqu'à présent, est-ce que c'était beaucoup des promesses? Est-ce qu'il y a eu quand même des actions intéressantes de poser? Est-ce qu'il y a eu des choses qu'ils ont mal faites et qui auraient pu donner peut-être un peu plus de résultats si ça avait été bien fait? Un mini-bilan, là, au milieu de cette campagne. Je crois que le mini-bilan le plus objectif qu'on puisse faire, c'est si on lit le rapport de mi-parcours du plan d'action des changements climatiques 2013-2020, du propre aveu du gouvernement, il y a encore, il y a très peu d'actions. Il y a quand même certaines actions qui ont été posées, mais avec des résultats qui sont pas nécessairement à la hauteur. Et puis, on voit aussi qu'il manque certains instruments à l'État, notamment certains indicateurs qui sont peut-être plus difficiles à mettre en place pour bien mesurer l'effet et pouvoir comparer entre eux les différents programmes. Donc, donnez-nous un exemple peut-être de ça, concrètement, pour que les gens comprennent bien. Une action qui est... par exemple, on peut voir que dans certaines des mesures mises en place pour le transport collectif, par exemple, on voit que les coûts, le coût par tonne évitée est assez élevé. On parle pour l'instant, on est à 60 000 $ la tonne évitée pour les investissements faits en transport collectif. Mais maintenant, ça serait bien que ce chiffre-là soit peut-être mis en perspective sur ce sont des mesures peut-être préliminaires. Il faut développer peut-être une nouvelle façon de faire, mettre en place certaines infrastructures. Donc, c'est peut-être normal que ça coûte très cher, mais ça serait intéressant de voir à quoi auront servi ces investissements-là. Est-ce que ce sont des investissements structurants pour notre économie ou pour les services de transport en commun? Et quand on parle de développement durable, on ne parle pas uniquement de la question environnementale, il y a la question économique et la question sociale. Alors, si ces 60 000 $ la tonne-là servent à mettre en place, à mettre en place de meilleurs services de transport, il faut s'attendre à ce que les investissements initiaux soient beaucoup plus chers que une fois qu'on sera rendu dans un mode un peu plus un régime permanent quant à l'électrification des transports, par exemple. Et donc, mais il faudrait voir, on n'a pas nécessairement tous les indicateurs mis en place pour c'est ça, et qu'on nous présente un plan un peu plus élaboré, là. Voilà, une vision d'avenir un peu plus étoffée. Entendu. Revenons au débat. Donc, après avoir écouté les 3 candidats qui s'étaient déplacés, quel parti vous semble semble mieux tirer son épingle du jeu et pourquoi? Dans un premier temps, je dirais que les 3 s'en sont bien tirés puisqu'ils ont pu présenter en fait leur plan sur la question climatique.
Oui, ils ont répondu. Voilà. Ils ont répondu à vos questions. Voilà, ils ont répondu aux questions. Ils ont surtout pu présenter leur plan de façon assez transparente, là, d'une certaine façon, même peut-être trop transparente, diraient certains. Pourquoi? Je pense par exemple à Richard Campeau de la CAQ qui nous dit que oui, on va faire le 3e lien parce que c'est ce que la population désire. Voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. Voilà. Oui. Voilà. Et sinon, le Parti québécois a bien présenté ce qui a été présenté publiquement il y a quelques jours. Oui. À savoir que oui, ils voudraient que le développement durable soit une responsabilité qui relève du premier ministre. Donc, ce qui rejoint en partie une partie de la proposition qui avait été faite par les groupes de climat, l'État et nous, à savoir que il faut sortir le développement durable du ministère de l'Environnement parce que c'est une question plus large que simplement une question environnementale. Et Québec solidaire nous a présenté aussi certaines des grandes mesures qu'ils voudront mettre en place. Donc, oui, leur plan de mobilité, de transition économique et écologique. Voilà, c'est ce grand plan de transition, voilà. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet à sciencepresse.qc.ca. Le débat animé par Joanne Turbide, la directrice du développement durable à HEC Montréal, tournait autour d'une question. Peut-on espérer une action publique en environnement inspirante, rassembleuse et efficace? Pourquoi ne peut-on pas faire l'impasse d'une action rapide et efficace, mais aussi rassembleuse? Mais je crois que la question de la rapidité, de l'efficacité, ça m'apparaît assez clair. Non, il faut agir rapidement parce que plus on attend, plus ça coûtera cher. Ça, c'est bien clair. Là. Même si on reste dans une approche très économique, plus on retarde une intervention, généralement plus ça coûtera cher, n'est-ce pas? L'efficacité, je crois que la société n'est pas assez riche pour qu'on puisse se permettre de gaspiller notre argent. Là. Il faut que chaque dollar qu'on investit nous amène dans la bonne direction. Soit à la bonne place, finalement. Soit à la bonne place pour des questions environnementales, mais pour des questions économiques et sociales. Donc, la question de l'efficacité est aussi centrale et rassembleuse, je crois que si on n'a pas l'appui d'une large représentation de la population, ces mesures-là seront inefficaces. Hein. Bon, oui, il faut un appui populaire très large, mais il faut aussi aller chercher des représentants des groupes environnementaux, mais des représentants aussi de l'industrie. Là, il faut que tout le monde reconnaisse que oui, il y a une valeur à agir maintenant à régler les enjeux, les grands problèmes climatiques auxquels on fait face. Mais c'est une question qui intéresse le monde. L'environnement intéresse beaucoup les gens. Puis, on a vu cet été avec les canicules, c'est inquiétant. Les gens prennent conscience que c'est inquiétant. Puis les gens qui sont en région voient bien leurs côtes s'éroder et voient que ça coûte de l'argent, puis que ça coûte aussi de l'énergie pour s'adapter à tout ça. Donc, il y a cette conscience-là. On peut espérer qu'effectivement, ces événements-là feront prendre conscience aux gens. Il y a urgence d'agir, il y a importance d'agir. Est-ce qu'on peut tout régler? Difficilement, mais au moins, plus on agira rapidement, moins grands seront les dommages. Là. Et ça nous apparaît assez clair. Vous avez eu quand même 350 personnes qui se sont déplacées un jeudi soir. Oui, on peut saluer ça. On peut penser que ça intéresse quand même les gens. Oui, tout à fait. Maintenant, ce qu'il faut voir, est-ce que les gens seront prêts à faire à adopter des changements de comportement qui permettront nécessairement, il y aura des changements de comportement à avoir, mais on ne croit pas que ces changements de comportement-là seront une fois le changement mis en place, généralement, les gens reconnaîtront que oui, ça apporte un certain bénéfice. Là, je crois qu'on perd un peu de vue dans la question du transport, par exemple, le temps qu'on peut perdre dans la congestion. Là, je crois pas que les gens évaluent, dans le cas du transport, les gens évaluent très mal et le temps et le coût les sommes qu'ils consacrent à leur déplacement. Oui. Si je vous demande comment vous êtes venu ici? Aujourd'hui, je dois plaider coupable et dire que j'ai pris ma voiture, mais en fait, je vais combiner mon déplacement en voiture avec des achats que je dois faire qui malheureusement peuvent pas se transporter à vélo. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai tenté de combiner ça. Sinon, je suis un fervent utilisateur du transport en commun et Bixi est une prolongation de mon corps durant l'été. OK. Et revenons au débat. On a donc parlé de gouvernance environnementale, mais aussi de manque de compétences du gouvernement de l'environnement dans la bouche de Richard Campeau, des investissements
éthiquement questionnable du fonds vert et de la vision à court terme de l'actuel gouvernement. Alors, comment changer ça quand on parle justement de cette gouvernance-là? Ben, je crois que la façon de faire, c'est vraiment d'y aller avec une approche sur le long terme, une approche qui utiliserait des indicateurs un peu plus valables et un peu mieux définis. À savoir, bon, comment, parce que nécessairement ces investissements-là pour les interventions qu'on doit faire pour s'attaquer aux problèmes climatiques, auront des retombées positives dans d'autres secteurs. Il y aura une création d'emplois, il y aura création de valeur aussi. Là. On va déplacer certains investissements, il y aura des choix à faire. Et donc, si on le regarde d'une façon globale, avec des objectifs à long terme des objectifs sur le long terme qu'on ramène sur des horizons beaucoup plus courts, mais on aura un plan d'ensemble qui sera beaucoup plus clair et qui permettra justement de rencontrer les trois objectifs, à savoir, oui, s'attaquer aux questions environnementales, répondre à des impératifs sociaux et créer une forme de richesse. Là. Ça, il faut aussi peut-être dans cette gouvernance-là que les trois paliers se parlent, c'est-à-dire même là on est dans les élections provinciales, mais le fédéral aussi peut influencer, le municipal peut influencer. Oui, il faut aussi penser à collaborer davantage avec nos voisins. Là, nous, sur les questions, par exemple, la diversité des sources des sources énergétiques entre les provinces nous appelle aussi à collaborer avec ces gens-là. Il faut arriver à briser certaines barrières. C'est très difficile, c'est éminemment politique, mais je crois qu'on doit aller dans cette direction-là nécessairement. La question n'est pas limitée à un territoire géopolitique. Là. Oui. Donc, voilà. Québec solidaire a parlé d'un plan global de transition économique et écologique. Le Parti québécois a annoncé que le premier ministre donc sera aussi le ministre du Développement durable. La CAQ a parlé de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises. Ce sont toutes des bonnes idées? A priori, oui. Je crois que ça rejoint beaucoup beaucoup des éléments qui ont été mis de l'avant dans la déclaration. Maintenant, il faut voir, il y a des actions à faire en amont et des actions à faire en aval. Bon, les actions à faire en aval, nécessairement, c'est de revoir l'organisation de l'État pour piloter tous ces grands programmes. Si on revoit pas cette organisation-là, à notre avis, on produira les mêmes erreurs qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis, les actions à faire en amont, ben, il faut se doter d'outils, là, pour, entre autres, établir une trajectoire qui est crédible. Il faut pouvoir prendre des décisions éclairées et aussi rallier une majorité de la population. Et donc, c'est en présentant un plan qui sera crédible, basé sur des données probantes et les meilleures pratiques qu'on pourra, entre autres, convaincre les gens. Donc, il faut intervenir avant d'établir de grands programmes. À notre avis, il faut agir sur ces deux fronts-là. À savoir mieux définir les programmes sur des meilleures données et revoir la mise en opération de ces programmes-là par une réorganisation de la façon dont l'État fonctionne. Puis on parle pas ce sont pas nécessairement non, on veut rien mettre à terre. Je crois qu'on peut partir de bases solides. On a déjà beaucoup de structures qui sont en place qu'on doit conserver. Je crois que c'est un enjeu de coordination, donc de gouvernance, à notre avis. Oui, pour économiser de l'argent. Si vous regardez les autres pays qui mettent en place ce genre, justement, de plan, est-ce qu'il y a des exemples qui vous inspirent? Parce qu'on pense beaucoup à la Suède, etc., ou même des fois à l'Allemagne. Mais nous, on regarde cette déclaration, cette proposition-là, évidemment, est assez inspirée de ce qui se fait au Royaume-Uni, là, avec le Committee on Climate Change, qui justement regroupe les questions énergétiques et les questions climatiques. Donc, on crée un comité d'experts à l'extérieur du gouvernement qui regroupe notamment des universitaires et qui est en charge d'établir les budgets carbone, d'établir les cibles sur le long terme et de mesurer aussi, de rendre compte de l'atteinte de ces cibles-là. Plus récemment, on était en contact avec des gens de Belgique et en Belgique, ils ont ce ministère qui regroupe l'énergie, le climat, les transports et même les finances. Vous voyez, donc c'est un super c'est un super ministre. On a bien hâte de le rencontrer pour qu'il nous raconte un peu comment tout ça peut s'arrimer, mais on voit qu'effectivement eux reconnaissent
l'importance. Enfin, ça nous donne l'impression qu'ils reconnaissent l'importance de parler de climat et d'économie dans un même, d'arrimer les deux discours là. Oui, on n'était pas. Je ne peux pas vous amener écouter toutes les questions du public. Il y a eu pas mal de questions du public à la fin de ce débat-là. Même, je pense que tout le monde n'a pas pu vraiment poser ces questions. Non, mais malheureusement. Il y en a une qui a allumé la salle quand quelqu'un est venu parler de décroissance. Donc, le développement vert, même si on le très vert, c'est toujours du développement économique. Alors, ne serait-il pas le temps de changer de cap? Je pense que la salle était supportait beaucoup cette très certainement, il faut revoir nos façons de consommer. Donc, je crois personnellement qu'on devrait effectivement réduire notre consommation de biens surtout, peut-être se tourner vers une plus grande consommation de services. Maintenant, s'inscrire dans cette... je crois que on peut pas nécessairement mettre de côté certains des indicateurs économiques qu'on utilise présentement, mais en revoyant la structure de l'État comme on le propose, nécessairement la question environnementale prendrait peut-être un plus grand poids dans certaines des décisions économiques, et on peut espérer que d'une certaine façon on irait vers une moins grande consommation de produits, puisque l'évaluation qu'on ferait des différentes interventions nous amènerait nécessairement à revoir un peu cette consommation effrénée. Mais bon, là, il y a une question d'éducation, est-ce que les gens doivent aussi prendre conscience de la quantité de produits qu'on consomme et qu'on jette? Oui, mais en 2018, est-ce qu'on n'en est pas rendu là? Probablement, oui. Probablement. Ça nous prend ça passera par un plus grand chamboulement de l'échiquier politique. Des choix de société, peut-être. Je crois que si la population le demande, ça viendra. Mais bon, là, on parle de beaucoup de sensibilisation et d'une plus grande campagne que ce que nos moyens actuels nous permettent, nous, à tout le moins, à l'Institut de l'énergie Trottier. Oui, peut-être la prochaine campagne électorale. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Louis Beaumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier, donc l'un des initiateurs de ce débat sur le climat. Merci à vous. Merci. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, une nouvelle rubrique où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jade Brossard, je suis géologue de formation et étudiante à la maîtrise en océanographie dans le domaine de la géologie marine, et tout ça à l'Institut des sciences de la mer à l'UQAR à Rimouski. En tant que futur océanographe, un sujet d'actualité qui me fait particulièrement réagir est bien sûr la pollution alarmante qui est présente dans tous les océans du globe. C'est un sujet important pour moi, puisqu'en étudiant les océans, on apprend à quel point ceux-ci sont importants pour plusieurs paramètres, que ce soit pour l'équilibre de la planète, pour le climat ou pour la biodiversité. En plus du réchauffement climatique qui menace beaucoup les océans, nous avons la pollution qui s'accumule sans cesse. Celle-ci est dévastatrice pour nos océans et peut se retrouver à travers le transport maritime, le déversement de pétrole et bien sûr le fameux plastique. La pollution de plastique dans les océans est une très grande problématique actuellement. Je suis sûre que vous avez tous vu des vidéos à ce sujet sur les réseaux sociaux. Présentement, on retrouve des déchets de plastique dans tous les océans du monde, particulièrement dans la gyre subtropicale du Pacifique Nord, où on trouve ce qu'on appelle un continent de plastique. Ce continent fait 6 fois la France et 1/3 des États-Unis. C'est donc immense. C'est un gros rassemblement tant de macro- et microplastiques. C'est catastrophique quand on sait que dégrader du plastique peut prendre des milliers d'années, en plus de pouvoir se bioaccumuler le long de la chaîne trophique. D'ailleurs, cet été, 6 chercheurs de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, incluant moi-même, avons participé à une mission scientifique dans l'Arctique canadien à bord du brise-glace l'Amundsen. Cette mission avait pour but d'évaluer les impacts des changements climatiques sur l'environnement marin du Grand Nord. À bord, il y avait plusieurs équipes, dont une qui étudiait les microplastiques, puisque ceux-ci se sont répandus partout avec la circulation thermohaline, et ce, même dans nos régions polaires, malgré le fait que celles-ci sont très peu habitées par l'humain. Donc, réduire la quantité de déchets et réduire les émissions de gaz à effet de serre devait être prioritaire de nos jours si on veut préserver nos océans, et c'est important d'agir maintenant. Il est donc important de faire des choix judicieux et mettre de l'avant les valeurs environnementales. Dans la politique,
Ce n'est en effet pas tous les partis qui visent à améliorer la qualité de l'environnement et par le fait même la qualité des océans. Certains veulent même augmenter l'exploration et la production d'énergie fossile, comme le pétrole, le gaz naturel, et ceci menace directement la santé de notre beau golfe du Saint-Laurent. Et certains n'osent même pas s'engager à atteindre l'objectif d'avoir un minimum de 10% d'aire marine protégée, qui fait partie des objectifs internationaux de la Convention sur la diversité biologique. Nous sommes dans une génération où nous n'avons plus le choix de prendre soin de nos océans. Nous sommes aussi dans une génération où les réseaux sociaux ont une très grande place dans nos vies. Ils offrent donc une belle plateforme pour sensibiliser les gens, mais il ne faut pas seulement partager des vidéos choquantes sur Facebook. Il est important aussi d'agir. Comment qu'on peut agir? Comment qu'on peut aider à la préservation de nos océans? C'est assez simple en fait. Il faut continuer à faire des efforts et des choix écologiques au quotidien. Il faut sensibiliser la population, particulièrement les jeunes, leur donner des outils pour mieux gérer leurs déchets à la maison, avoir une meilleure conscience de l'environnement qui les entoure et leur transmettre l'importance de la protection des océans. Il est aussi important, bien sûr, de faire avancer la science. Par exemple, comme les recherches que nous faisons en géologie marine, on se concentre sur l'étude des changements climatiques passés, soit dans les derniers millénaires, pour mieux comprendre les impacts des changements actuels et futurs. En plus, les nouvelles percées scientifiques pourraient peut-être convaincre les sceptiques face au réchauffement climatique ou encore aider au développement de nouvelles technologies qui sont plus vertes et meilleures pour l'environnement. Donc finalement, il est important d'adopter une attitude positive face à la situation environnementale actuelle, continuer à faire des efforts malgré tout le chemin qui nous reste à faire. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM et en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous redonne le lien sciencepresse.qc.ca et aussi toujours sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like CNN microarray. Pas un mot de son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de la Beauce se font en anglais, même s'il est le seul à le parler. You know. Thousands that go up and down with each stimuli. You, the next candidate on, the gene is right. Pendant que Dr. Roy